Je vais demander maintenant à Alain Poncet, Daniel Hugon et Jean-Guy Henkel de nous rejoindre. Voilà, je crois qu'on peut dire objectivement que François Soulages peut être considéré comme un des pères du renouveau de l'économie sociale en France dans les années 80 et 90. Il s'y est engagé énormément puisqu'il a été conseiller technique de Michel Rocard, il a été délégué interministériel à l'économie sociale, il a créé, fondé, présidé l'Institut de développement de l'économie sociale. Vous voyez donc beaucoup de choses dans ce domaine. Je crois qu'on peut aussi dire qu'il est un chrétien engagé, imprégné de la pensée sociale de l'Église. Donc il aurait vivement souhaité être parmi nous, mais donc Françoise l'a dit, il était retenu de manière impérative à Paris. Il a donc enregistré cette petite vidéo que vous allez voir. Et pour la bonne compréhension de la vidéo, deux petites remarques. Les chiffres du chômage. On parle de 3 millions de personnes sans aucun travail, environ 4,5 millions de personnes qui soit sont sans aucun travail, soit ont un travail à temps partiel non choisi. Il évoque aussi un chiffre de 10 millions. Pas 10 millions de chômeurs, bien entendu, heureusement, mais 10 millions de personnes dont la vie est impactée par le chômage. Parce qu'un chômeur, ça a un conjoint. Un chômeur, ça a des enfants. Et voilà, il faut prendre conscience de ce phénomène de masse. 10 millions de personnes voient leur vie bouleversée par le chômage. Et puis donc, il évoque beaucoup l'expérimentation EPIDA. Pour celles et ceux qui sont arrivés donc en cours là, je rappelle simplement les 4 grands thèmes de cette expérimentation. Quels effets peut-on espérer d'un allongement des contrats d'insertion de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Comment peut-on faire évoluer les méthodes d'accompagnement? Comment associer les entreprises du secteur concurrentiel aux démarches d'insertion? Et enfin, quel nouveau modèle économique et juridique peut-on imaginer pour ce début du XXIe siècle? Voilà, donc cette expérimentation se déroule sur la région Rhône-Alpes, concerne une douzaine de structures d'insertion par l'activité économique et doit se terminer au 31 décembre 2014. Nous aurons au cours de la journée l'occasion d'en reparler. Voilà, après ces précisions, je vous propose tout simplement d'écouter François Soulages. On parle souvent de crise économique, crise de l'emploi. Ceci peut laisser penser qu'on va sortir de cette crise et revenir à la situation antérieure sans rien changer. Je crois qu'il faut s'enlever ça de la tête. Ce n'est pas une crise, c'est la fin d'une époque. D'où l'urgence absolue d'inventer de nouveaux modèles. Et c'est ce à quoi veut contribuer cette journée. Oui, bonjour. Avant d'imaginer l'avenir, je voudrais faire un petit retour dans le passé. Je crois que c'était en 1974, dans une réunion où j'étais jeune éducateur dans un centre d'hébergement, que notre directeur nous a convoqués en nous disant « Les gars, c'est la crise ». On était voisins de chez Lippe, ça donnait des idées. J'étais à Besançon, en Franche-Comté. Et donc, à un moment donné, effectivement, on ne sait plus comment cataloguer ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en Iran, ici, etc. Partout, c'est la crise. Voilà. Simplement, je voulais attirer votre attention sur l'état du monde actuel. Est-ce que les économistes et sociologues appellent la transition socio-écologique? Il est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas le mot comment il faut le cataloguer, mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité, nos sociétés n'ont jamais rencontré une conjugaison de problèmes comme il nous arrive sur la tronche à régler en même temps. Je m'explique.
une économie capitaliste, seul modèle qui nous reste en état de marche, qui dérive dans une financiarisation extraordinaire dont on pourrait dire bien des choses. Mais en tous les cas, en ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que si elle sait créer des richesses, elle ne sait plus ou pas le faire sans générer un effet centrifugeuse monstrueux en reléguant en permanence des tas de gens qu'elle ne peut plus intégrer. En même temps, des crises écologiques majeures, je ne vous ferai pas l'affront de tous vous les rappeler, mais vous savez très bien de quoi je veux parler quand on parle de réchauffement de la planète, quand on parle, etc. En même temps, on nous explique, et j'assistais à un débat il y a quelque temps, où des grands experts nationaux et internationaux étaient en train de s'entre-déchirer pour savoir si le pétrole, on en aura encore en 2030 ou en 2035. C'est plié. Voilà, de ce côté-là, voilà. À côté de ça, d'autres sont en train de se dire que démographiquement, comment on va faire à être 9 milliards sur cette planète en 2050. Tout ça, il faut le régler en même temps. Donc ça génère quand même des problèmes où effectivement, il va falloir non seulement ici faire preuve d'imagination, mais pas qu'ici. À côté de ça, si je reviens un peu plus à ce qui nous concerne, c'est qu'en même temps que ces différentes crises successives et ces problèmes, ça crée des perturbations, et je disais cet effet centrifugeuse. Quand on parle des personnes, aujourd'hui, on le dit pas assez, si la situation économique, écologique et démographique se dégrade, l'état des personnes aussi se dégrade. Et ce qu'il faut faire passer comme message, c'est que ce n'est pas digne, c'est intolérable de, moi aujourd'hui habitant dans la capitale, d'enjamber tous les matins des gens qui vivent dans la rue et dans les cartons. Mais en plus, c'est tellement intolérable que c'est stupide, parce que, comme il s'était évoqué par François Soulages tout à l'heure, c'est que l'urgence, la grande exclusion, coûte excessivement cher. Donc, il n'y a aucun choix, même si on se fiche totalement des gens, de faire ce choix économique, puisque c'est un choix qui coûte encore plus cher à nous tous contribuables. Donc, une fois qu'on a vu cette... pour changer un petit peu les choses, on peut déjà peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit rentrer dans le blues que tout le monde semble adopter aujourd'hui? On est dans un tel bazar qu'on ne peut plus s'en sortir. Donc, dans ces moments-là, il faut peut-être aller consulter des gens qui sont passés par des moments très compliqués et qui nous expliquent un petit peu comment ils ont continué à le croire, comment ils ont continué à penser qu'ils pouvaient influer sur les choses. Et donc j'étais avec des très jeunes garçons il y a quelque temps, dont la moyenne d'âge était de 90 ans, Claude Alfandéry, Stéphane Hessel, Edgar Morin. Et ces gens-là nous expliquaient dans leur verve adolescente qu'effectivement, on donnait pas cher de leur peau, on donnait pas cher de leurs idées, quand en 1941, dans des forêts pour certains pas très loin d'ici, ils étaient avec un vieux fusil rouillé contre un monstre nazi dont l'idéologie était en train d'envahir le monde, et ces quelques lascars ont dit on va repenser le monde et on va le reconstruire différemment. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qui pouvait donner crédit à cette bande? Au même titre que la veille de la chute du mur de Berlin, quel prospectiviste, quelle personne qui pense l'avenir pensait que le lendemain matin, une voiture russe allait se présenter et, pour je ne sais pas quelle raison, le mur s'est ouvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas imaginer la vie ou les changements sans d'immenses basculements. Le basculement qu'a vécu ces résistants pendant la guerre, où à un moment donné, en quelques mois, en quelques années, tout
tout a basculé. Mais pour s'en sortir, il faut que chacun change. C'est-à-dire que le sursaut doit être collectif au niveau des organisations, mais aussi de manière individuelle. Parce que si on veut changer d'échelle et être à la hauteur de ce qu'il faudra faire en termes de mise au travail de millions, peu importe les débats de 10 ou 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, on ne pourra plus le faire avec les règles du jeu que l'on connaît actuellement. Et donc, on invite à réfléchir à des nouvelles formes peut-être de démocratie locale, en tous les cas ce que j'appellerais des nouvelles alliances. Les pouvoirs publics, je ne rêve pas d'un monde associatif anglo-saxon qui dirait les pouvoirs publics qui nous reçoivent toute la journée en disant « c'est génial ce que vous faites, mais on n'a plus d'argent pour vous accompagner », fait qu'on renoncerait à ce modèle-là. Je pense que ça serait stupide de rêver d'un modèle anglo-saxon uniquement privatisé. Mais en même temps, je suis obligé de considérer, nous sommes obligés de considérer que s'il faut aller chercher des moyens humains, des moyens financiers supplémentaires, il va falloir intégrer et travailler avec la petite et la grande entreprise. Donc en fait, les nouvelles alliances, ça serait un triptyque magique qui consisterait à dire ne peut-on pas imaginer des nouvelles actions qui se partageraient entre une autre règle du jeu, entre pouvoir public, monde de l'économie et de l'entreprise et société civile. Et donc, à ce titre-là, on peut imaginer tout à fait des scénarios. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu de temps, contrairement à nos emplois du temps habituels, c'est-à-dire qu'on s'arrête un petit peu pour essayer d'imaginer cet avenir. On n'est pas obligé de le faire avec toutes les contraintes qu'on se donne habituellement. On n'est pas obligé de le jouer petit bras. On a le temps de recommencer demain, être petit bras. Aujourd'hui, on peut essayer de se dire les contraintes temps, les contraintes argent, les contraintes moyens. Regardons d'abord ce que nous souhaiterions faire en termes de projet et on en verra ensuite les différentes contraintes. Peut-être à la manière d'un, j'invente un terme, de Roosevelt social. Vous savez, Roosevelt, à un moment donné, après la crise de 29, il n'a pas cherché, comme aujourd'hui, à rassurer les marchés. Il les a domptés. Ben peut-être qu'à un moment donné, on a la capacité, tous ensemble, face à des problèmes de cette envergure, de les dompter. L'insertion par l'activité économique, l'économie sociale et solidaire dans laquelle j'évolue, on pourrait tout à fait imaginer qu'elle évolue dans... Vous savez, dans l'insertion, il y a ce qu'on appelle des comités départementaux d'insertion par l'activité économique. Quand vous créez une nouvelle entreprise d'insertion, vous passez par... Et là, tout le monde est là. Mais en fait, tout le monde est là, mais vous sortez de là, vous avez éventuellement l'autorisation de monter votre entreprise d'insertion, mais toujours, personne ne sait exactement comment vous allez la financer. Donc, à un moment donné, si je reprends mon triptyque, les pouvoirs publics, quand je dis les pouvoirs publics, j'englobe tout, parce que nous, dans l'insertion, on a un problème. C'est qu'en fait, on est tellement apprécié, c'est que tout le monde a voulu nous garder. Donc on appartient un peu à tout le monde, et on appartient ainsi à personne. Donc l'État se traite un peu avec nous, le département, la région, etc. Et donc quand on a fait le Grenelle de l'insertion, on a bien vu qu'il fallait avoir des nouvelles modalités de contrat entre un territoire et une entreprise d'insertion. C'est ce qu'on appelle le nouveau dialogue de gestion. Donc ce travail est en train de se faire et se fait dans beaucoup d'endroits avec beaucoup d'intelligence locale. Simplement, il y avait une deuxième phase, c'est qu'une fois qu'on a réglé, c'est comme si vous aviez négocié la construction d'une maison ou la réparation de votre voiture, vous avez négocié non seulement le projet, qu'est-ce qu'il faut y faire, mais vous avez négocié le prix. Nous, dans l'insertion, on négocie jamais le prix. Vous avez le droit de le faire, mais après, vous vous démerdez un petit peu, on verra comment... parce que nous, on ne peut faire que ça. Donc, à un moment donné, il y a aussi
le monde de la... Donc, il faut qu'avec les pouvoirs publics, en particulier dans le monde de l'insertion, on ait pu régler et avancer un petit peu sur ces histoires de gouvernance locale extrêmement complexes pour nous. Et puis, les entreprises et le monde de l'économie, comme je le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de moyens. C'est eux qui créeront les emplois d'aujourd'hui et de demain. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'osent développer ces activités sans faire preuve envers son territoire, envers les citoyens, de ce qu'ils appellent leur responsabilité sociale, leur responsabilité sociétale ou leur responsabilité écologique. Ben, on a envie de dire chiche, allons-y. Et puis, mais pas uniquement, pardon, d'avance, pas uniquement en créant des fondations, en voyant effectivement dans leurs fondations même comment ils peuvent être des véritables entreprises qui intègrent dans les années qui viennent. Et puis, du côté de la société civile, c'est toujours les grands oubliés. Moi, je n'oublie pas une chose, c'est quand j'ai monté le premier jardin de cocagne à Besançon, les dernières personnes, j'ai dirigé ça pendant une dizaine d'années, les dernières personnes qui ont trouvé un emploi sont des emplois qui ont été trouvés par des adhérents consommateurs. Donc les citoyens, quand on sait les mobiliser, vous voyez qu'ils sont aussi capables, non seulement de trouver des solutions, mais aussi de trouver de l'argent. Une des sources, des moyens qu'on a trouvés dans les jardins pour aller chercher de l'argent dans les années qui viennent, pour venir suppléer à des pouvoirs publics qui ne peuvent plus tout payer, c'est d'avoir livré, de vendre le projet aux citoyens en disant prenez un livret Agir au Crédit Coopératif chez nous, rétrocédez-nous des intérêts et vous participerez à notre aventure collective et ça rapporte de l'argent aussi. Donc vous voyez que ces montages de triptyques-là, il faut pouvoir les mettre en avant. Et donc, la semaine passée, j'inaugurais un des premiers jardins montés avec une grande groupe d'entreprises du CAC 40 qui fabriquent des autoroutes et qui nous a dit à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Donc là, on est passé dans une deuxième phase intéressante qui est de la véritable co-construction. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit, je vais donner un peu d'argent pour vos pauvres, je vais vous donner un peu d'argent pour faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a pris l'engagement d'en prendre 15 ans avec nous sur l'avenir, en disant comment on va monter cette nouvelle dimension en amenant des terrains, en amenant des bâtiments, en amenant des compétences humaines, en amenant de l'argent, etc. Et puis, surprise, c'est que les premières personnes qui sont sorties de ce jardin, elles ont été embauchées par cette fameuse entreprise. Laquelle fameuse entreprise, le directeur le disait à l'inauguration, parce que l'inauguration a lieu 1 an après la création, c'est pour ça qu'on avait un petit retour, disait, je dois avouer que jamais auparavant je n'aurais embauché quelqu'un qui sortait d'un jardin, mais parce que j'ai participé à la gestion et à la vie quotidienne, parce que j'ai cassé la représentation dégradée que j'avais dans la tête, aujourd'hui j'ai été capable d'embaucher des gens. Je sais que le temps est compté, donc je vais aller assez vite maintenant. Donc, l'idée que je voulais défendre autour de ça, c'est qu'effectivement, comme on le dit et comme on l'a écrit au mouvement des entrepreneurs sociaux, ce que l'on peut attendre des entrepreneurs sociaux, des Alain Poncet, consorts, et j'espère qu'il y en aura des milliers, c'est qu'effectivement, ils allient quelque chose de très intéressant, qui est celle d'une efficacité économique au service d'un intérêt général. En clair, utilisons plutôt les moyens dans le privé pour amener cette efficacité économique, mais pas au service de fonds de pension américains, au service de l'intérêt général. Et donc, en l'occurrence, la dernière idée que je voulais développer, c'est qu'effectivement, mais elle a déjà été abordée, et je pense qu'elle est très importante, c'est l'objet d'une journée comme celle-là, c'est qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, l'insertion par l'activité économique, ne peut plus continuer à essayer de construire son présent et répondre à toutes ses missions sans imaginer un petit peu de ce qu'on appelle de la recherche et développement, de l'innovation. Ce qui a sauvé l'insertion, c'est 20... Moi, j'ai participé donc depuis la création. En fait, on a toujours été
jamais riches, mais toujours un peu en avance d'une idée. Rappelons simplement, mais comme Envie l'avait fait dans le domaine du déchet, comme Cocagne a été les premiers pendant 10 ans à distribuer des paniers de légumes bio, etc. On a toujours été des précurseurs et il faut continuer à entretenir ça. Mais l'entretenir aujourd'hui fait qu'à un moment donné, il faut véritablement qu'on intègre des vraies sections, c'est-à-dire des journées comme ça, qu'elles se multiplient, voire même qu'elles prennent d'autres formes pour oser cette innovation et ces expérimentations. Je dirais une dernière petite chose concernant ça, c'est que quand je suis dans les arcanes du pouvoir qui nous invite tous, aussi bien des grands programmes européens jusqu'à des programmes locaux, à chercher et à amener en permanence de l'innovation. On imagine souvent qu'on va voir débarquer un monsieur ou une dame, un entrepreneur social génial, avec une idée extraordinaire qui d'emblée va conquérir tout le monde. Non. Vous allez trouver des bricoleurs et des bricoleuses. Vous allez trouver des gens qui disent « j'ai une idée ». C'est une toute petite flamme. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La première chose, peut-être que ce n'est pas une flamme qui a une longue vie, peut-être que c'est une flamme qui nous éclairera tous demain. Moi, je voudrais simplement signaler que la première fois que j'ai rencontré le président du Conseil général du Doubs, département, avec la chargée de mission, la directrice des services de la préfecture, qui avait bien voulu me recevoir parce qu'on avait déjà fait deux, trois trucs sur ce territoire, un peu comme Alain Poncet, même si on se dit qu'il va encore nous présenter une idée folle, on est, comme le dit le député, il a raison, on est bien obligé de l'écouter et de le recevoir, au moins. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et je voudrais expliquer que nous, les travailleurs sociaux, on avait décidé de louer des terres agricoles, qu'on allait cultiver des légumes bio, pas aujourd'hui, il y a 25 ans, et qu'on allait les distribuer à des gens qui n'allaient pas choisir leurs légumes, qui allaient se voir imposer un panier de légumes biologiques, qu'il fallait qu'ils viennent à une heure qu'on décidait nous-mêmes, au prix qu'on décidait, avec un contenu qu'on décidait. Les écoles de commerce que je consulte et les universités me disent « ça ne va pas, non. Ça ne peut pas marcher ton truc. » Les présidents du Conseil général et la directrice des services de la préfecture de Besançon est beaucoup plus policée que ça. Mais simplement, je la rencontre 10 ans après, à l'inauguration d'un 30e ou 40e jardin. Elle m'appelle, puis elle me dit « Je vous dois la vérité, j'ai craint pour votre santé mentale le jour où vous êtes venu me raconter cette histoire. » Donc je voulais simplement dire que n'attendez pas de grands trucs extraordinaires qui vont être présentés par des gens. C'est à un moment donné, l'expérimentation, l'innovation, elle ne vient toujours que d'en bas, de petits bricoleurs qui à un moment donné vont plus ou moins adroitement ou maladroitement. Donc à un moment donné, avant de souffler sur la bougie en se disant ce n'est pas une idée d'avenir, j'invite simplement à l'entretenir un petit peu. Et puis, je voulais terminer, c'est qu'effectivement, le problème d'un entrepreneur social, c'est qu'il est toujours il est à la fois, surtout dans les jardins, on a les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours en train d'essayer d'allier utopie et réalité. Et une utopie, on a pensé un jardin de cocagne, on l'a fait. C'est terrible. Parce qu'en fait, dès que vous avez transformé cette utopie en réalité, vous l'avez transformée en emmerdement. Donc à partir du moment où vous n'avez que des emmerdes, il faut vite refaire une chose, c'est repenser l'avenir et recréer une nouvelle utopie. Donc, moi je voulais dire bon anniversaire à Solidaction et au petit Épida. Mais contrairement à ce qu'a dit le député, j'ai beaucoup apprécié son intervention. N'allez pas lui dire, il y a un type à la tribune qui a dit des conneries sur toi ou je ne sais pas quoi. Simplement,
je voudrais juste corriger la fin de son intervention. C'est que quand il dit « Solidaction n'a que 10 ans », et ça reste un peu des troublions, ça reste un petit peu des adolescents. Moi, pour avoir passé beaucoup de temps et des cycles de 10 ans, ça me rappelle ce que me disait mon oncle qui avait fait toutes les guerres. C'est qu'en insertion par l'activité économique comme dans l'armée, les années passées au front comptent triple. Donc on n'a pas affaire à des adolescents, on a affaire à des sages. Et en tous les cas, des sages qui nous montrent l'avenir. Et puis, dernier message au territoire, c'est, j'ai lu cette phrase et je trouvais qu'elle mérite d'être dite aujourd'hui pour des gens comme Alain ou vous tous qui faites ce travail toute la journée. Mais il faut prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et si on sait faire ça, on a peut-être le capital des gens qui sauront innover et expérimenter et nous montrer ces nouvelles pistes. Merci. Après ces brillants orateurs, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, vous allez être indulgents. J'ai préparé un texte. Alors, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de Solidaction, mais à vrai dire, j'ai déposé les statuts le 12 octobre 2001, donc ça fait en fait 11 ans qu'on a créé l'association. Alors, il y a 11 ans de ça, dans un premier temps, il a fallu qu'on trouve un nom à cette future association. Donc, en fait, Solidaction, c'est la contraction de 3 mots, solidarité, solidité et action. Et je crois que ces 3 mots nous définissent assez bien. Après, il a fallu qu'on trouve un logo. Donc, j'en profite pour remercier Marie-Édith, qui était donc graphiste de son état, qui a créé le logo. Et en fait, elle s'est inspirée du fait que lorsqu'on a créé l'association, on n'a pas trouvé de fonds publics pour nous aider à monter le projet. Et donc, en fait, on a développé avec le réseau Cocane une petite activité. On est devenus des intermédiaires. On a négocié des prix bas pour acheter des serres. Et on était donc devenus, pendant un an ou deux, des revendeurs de serres. Et donc, elle s'est inspirée des arceaux de serres pour créer le logo. Et puis, évidemment, il y a 11 ans de ça, il a fallu que toute la bande qui a créé Solidaction, on soit à peu près d'accord de quoi on parlait. Parce qu'évidemment, aider les pauvres et agir, ça, tout le monde est d'accord, mais après, tout le monde ne le fait pas de la même façon. Donc, surtout que j'avais vécu quelques expériences un peu douloureuses avant, donc il fallait absolument qu'on se mette d'accord. Donc, on a rédigé des principes fondateurs. Je vais vous extraire juste quelques mots et quelques phrases, que je ne vais pas tous vous les lire. Inventer et expérimenter, permettre aux plus démunis de retrouver une place réelle au sein de notre société, donner du temps au temps, mettre en place des activités qui permettent de véritables échanges humains et économiques qui redonnent de la dignité à celui qui a produit les biens et les services de façon à sortir de l'aide et de l'assistanat. Nous revendiquons pour tous le droit et la dignité première de vivre de son travail, une organisation et de l'argent au service des plus pauvres et une entreprise sociale plus qu'une institution. Et ensuite, le long chemin qui nous a amené à accueillir les 5 premiers résidents, Roland, Didier, Antonio, Patrick et Yann, fin septembre 2004. Puis on va avoir tous ensemble une petite pensée pour Patrick qui est décédé le 6 septembre dernier, après un long parcours chez nous, à l'emploi et retour sur Grenoble dans un appartement thérapeutique. Depuis le début de Solidaction, et ça les partenaires qui sont là le savent, on bute à un problème récurrent qui est la durée inadaptée des contrats de travail. Alors quand je dis durée inadaptée, bien sûr je parle des publics qui sont accueillis à Solidaction. Alors depuis fin 2010, enfin jusqu'à fin 2010, en fait on a jonglé entre les différents dispositifs qui existaient, hein, les CES, les contrats d'avenir, les CAE, puis ensuite les PUI, parcours emploi insertion, avec toujours, et je dois vraiment le dire, avec le regard très bienveillant de l'État et du Conseil général qui nous a toujours permis, jusqu'à fin 2010, d'obtenir des dérogations. Mais début 2010, le contrat unique nouveau est arrivé.
Et là, patatrac, retour en arrière, impossible d'aller au-delà des 24 mois. Alors, je ne suis pas en train de dire que le contrat unique n'a pas avancé sur certains aspects. Moi, je parle juste de la durée. Avec le Secours catholique et le réseau Cocagne, on a fait le constat commun que pour un certain nombre de personnes, il était nécessaire d'avoir des contrats plus longs. Et donc, ce constat nous a amené au partenariat qui a permis de défendre l'expérimentation EPIDA. Pour moi, EPIDA, c'est un moyen, une étape permettant de réaffirmer la nécessité morale, sociale et financière de pouvoir maintenir au travail les personnes les plus vulnérables qui en ont besoin. J'ai le sentiment, Jean-Guy a évoqué tout ça, j'ai le sentiment que l'on s'est habitué comme une fatalité, comme quelque chose d'irréversible. Il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Eh bien non. À Solidaction, on n'accepte pas cette fatalité. Nous continuerons, même modestement, à notre niveau, mais nous continuerons à chercher des solutions durables de travail pour tous et bien sûr, plus particulièrement pour les plus fragiles d'entre nous. Pour nos 10 ans, on a voulu cette journée pour faire la fête, mais aussi pour réfléchir ensemble, pour imaginer ce que nous devons inventer pour demain. Donc, pour aujourd'hui, je vous demande de mettre de côté de tout ce qui est impossible, tous les obstacles, tous les règlements, et de faire chauffer vos neurones pour imaginer ce que sera l'entreprise solidaire de demain, permettant de remettre au travail durablement tous ceux qui aujourd'hui trop ou pas assez quelque chose restent durablement au bord du chemin. Mais faites attention parce que vous allez imaginer, parce qu'on est capable de le faire.